Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts avec la rédaction de Pourquoi Docteur. Alors, c'est une maladie probablement aussi difficile à diagnostiquer qu'à traiter dont nous allons parler aujourd'hui. C'est la sclérose en plaques. Elle touche environ 110-120 000 personnes en France avec une nette prédominance féminine. Et cette maladie auto-immune, eh bien, si elle n'impacte pas forcément directement l'espérance de vie, elle peut en revanche très fortement dégrader la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Alors, pour répondre à toutes les questions que nous ont fait parvenir nos internautes, notamment à travers les pages Pourquoi Docteur sur les réseaux sociaux. Nous accueillons aujourd'hui un des grands spécialistes de la sclérose en plaques. D'ailleurs, on dit plus simplement la CEP, S-E-P. Bonjour Jérôme Decèze. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Strasbourg et vous allez durant une vingtaine de minutes répondre à toutes les interrogations que nos internautes ont exprimées sur cette maladie. Ils ont été très nombreux à nous contacter en vue de cette émission et une question qui revient très régulièrement et qui est en général placée très en tête de leur questionnement, c'est est-ce que cette sclérose en plaques, est-ce que c'est une maladie grave et jusqu'à quel niveau de gravité peut-elle aller? Alors, c'est une maladie à connotation grave. C'est vrai que quand on vous annonce un diagnostic de sclérose en plaques, quand on discute avec les patients, ils voient tout de suite... alors, soit ils ne connaissent pas, mais c'est quand même assez rare maintenant, la maladie est mieux connue, mais sinon, ils voient tout de suite le handicap, la canne, le fauteuil roulant. Ceci étant, c'est une maladie dont le pronostic a complètement changé en 20 ans. Grâce notamment à l'arrivée de thérapeutiques ultra précoces et de thérapeutiques de plus en plus efficaces, avec également derrière un prix à payer, on va dire, en termes de confort de vie qui s'améliore aussi avec l'arrivée des nouvelles molécules. Est-ce qu'on peut juste rappeler très très rapidement qu'est-ce qui provoque cette maladie ? Alors, ce qui provoque souvent, c'est ce qu'on appelle une maladie multifactorielle. Donc, c'est assez long. Il y a des facteurs de risque, on va dire, un terrain qui est, comme vous l'avez dit en introduction, la femme, plutôt jeune, comme beaucoup de maladies auto-immunes. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, probablement une participation hormonale, mais qui n'est pas exclusive, parce que ça arrive aussi chez les hommes, mais quand même le rôle des hormones, comme dans toutes les maladies auto-immunes. Donc, les femmes jeunes. Et puis, c'est une maladie, là aussi, comme les maladies auto-immunes en général, des pays dits développés. Maladie de l'hygiène. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se laver, pas se vacciner, pas prendre d'antibiotiques, parce que vous allez avoir une mortalité infantile de 20 à 30%. Mais le prix à payer, quand même, de cette médecine ultra conservatrice en termes de zéro risque infectieux, notamment, fait qu'on a vu émerger, même dans des pays... Enfin, c'est pas des pays, c'est par exemple la Martinique. Il n'y avait pas de sclérose en plaques jusqu'en 1960. Quand ils ont vraiment appliqué les règles de la métropolitaine à leur île, eh bien, on a vu émerger des scléroses en plaques. Donc, c'est quand même une maladie de l'hygiène, une maladie aussi des pays tempérés, puisqu'il y a probablement un rôle de la vitamine D et de l'ensoleillement. Donc, on sait qu'il y a plus de sclérose en plaques en Scandinavie qu'au Maghreb, chez des patients caucasiens de race blanche. Sinon, quels sont les effets de la sclérose en plaques sur le fonctionnement de l'organisme et qu'est-ce qui, justement, fait craindre au moment où il y a l'annonce de cette maladie que ça se termine par du handicap ? D'abord, est-ce que ça se termine toujours forcément par du handicap ? Non. Ça fait aussi partie des questions qui nous ont été posées. Tout à fait, pas du tout. Et c'est là qu'il faut vraiment être très clair avec nos auditeurs. C'est une maladie qui peut, et comme vous l'avez très bien dit, altérer la qualité de vie parce qu'il y a de la fatigue, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des conséquences, même physiques, mais je suis des patients de 80, 85, 90 ans, vous les verriez dans ma salle d'attente, on ne dirait pas qu'ils ont une sclérose en plaques. Donc, et encore, ces patients-là, ils n'ont pas bénéficié des avancées récentes. Donc, non, ce n'est pas une voie finale commune. On a quand même, fort heureusement, beaucoup de patients qui vont bien, pour lesquels on arrive à maintenir une qualité de vie correcte et ça n'est pas du tout une maladie handicapante chez tout le monde, fort heureusement. D'autres questions aussi sur le fait de savoir si elle peut être héréditaire. Oui, alors ça, c'est une question qui vient très rapidement en consultation, parce que vous avez dit que c'est des gens jeunes, des femmes notamment, donc ce risque, souvent parfois, de façon un peu surprenante, la patiente va être plus inquiète sur ce qu'elle peut transmettre que pour la maladie d'elle-même. Et c'est vrai que c'est une maladie qui survient souvent en plein projet de vie. En plus, actuellement, les femmes ont quand même des enfants un peu plus tardivement. Tout à fait. J'ai des questions aussi sur la sclérose en plaques et grossesse, on y reviendra. Tout à fait. Mais là, non, c'est pas une maladie héréditaire au sens génétique du terme. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le gène de la sclérose en plaques. Si vous regardez des vrais jumeaux où il devrait y avoir 100% de concordance, on est à peu près à 30%. C'est un peu plus
que le hasard ou que la population générale, mais c'est simplement parce qu'on a des gènes de susceptibilité. On a screené le génome complètement et on a vu qu'il y avait des gènes de l'inflammation qui étaient impliqués dans la sclérose en plaques, mais comme dans d'autres maladies auto-immunes. Il n'est pas exceptionnel en revanche qu'on ait des thématiques dans des familles, une thyroïdite chez la grand-mère, une polyarthrite chez la tante. Comme on a, j'explique aux patients, des familles de vasculaires, des familles de cancers, on peut avoir des familles de maladies auto-immunes, mais c'est assez rare que dans la même fratrie ou dans la même descendance, on ait plusieurs cas de sclérose en plaques. Et le risque, en tout cas, qu'on peut donner statistique de transmettre à son enfant est de moins de 5%. Okay. Alors on sait que la sclérose en plaques, c'est un peu la destruction en fait de la gaine qui protège le système, enfin les fibres nerveuses et qui du coup perturbe la transmission de tous les signaux nerveux. Voilà, la fameuse gaine de myéline. Absolument. Quels sont les symptômes? On a aussi beaucoup d'interrogations sur ces sujets-là. Quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à une sclérose en plaques? Parce que je crois qu'ils sont sur un registre extrêmement large. Alors ils sont très larges puisque finalement la sclérose en plaques touche l'ensemble de ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, le nerf optique, la moelle épinière. Donc vous avez à peu près tout qui passe par là. Excusez-moi, oui. C'est bien, en précisant bien, ce ne sont pas ces organes-là qui sont malades, c'est la liaison entre eux. C'est la liaison, bien sûr. Ce n'est pas une maladie dégénérative comme dans la maladie d'Alzheimer ou autre. Mais c'est de l'inflammation, en fait, avant d'être de la destruction. On essaye que ça reste de l'inflammation sans que ce soit détruit. Mais ce qui est important, c'est la notion de durée. C'est-à-dire que ça dure plus de 24-48 heures. Donc si on croise les jambes, qu'on a des fourmillements, c'est pas ça. Et les 3 grands symptômes, on va dire, qui couvrent à peu près 90% de la maladie au début, c'est soit une baisse de la vue d'un œil, un voile, avec une douleur souvent derrière l'œil, et ça dure plusieurs jours, soit des troubles sensitifs, ça peut être des troubles sensitifs positifs au sens fourmillement, brûlure, soit des insensibilités, et là aussi qui durent plusieurs jours, soit des problèmes moteurs, une jambe qui traîne, un problème d'équilibre, etc. Avec ça, vous avez à peu près 90%. Mais là où on insiste, et même quand on parle aux patients de ce qui peut leur arriver derrière, puisque la sclérose en plaques, c'est une succession d'épisodes potentiels, eh bien, c'est la notion de durée, c'est plus de 24 heures, ce qui fait la différence avec un accident ischémique transitoire, un AVC ou une crise d'épilepsie ou une migraine, par exemple. Alors, c'est aussi une maladie qui se caractérise par le fait que, dans la plupart des cas, elle intervient par poussée. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une évolution régulière. À chaque fois, on a un problème. Et comment ça se passe? Et qu'est-ce qui différencie justement les deux formes, entre la forme par poussée et la forme avec une évolution plus... Alors, 85% des scléroses en plaques commencent par des poussées. Donc, c'est quand même vraiment la forme principale. La forme progressive d'emblée, 15%, c'est une forme qui est quand même très particulière, qui touche souvent les gens plus âgés, vers 45-50 ans, avec cette fois-ci autant d'hommes que de femmes. Et là, souvent, un diagnostic qui erre pendant plusieurs années, parce que c'est l'âge où on va voir le rhumatologue, parfois on a des problèmes de rachis, on est opéré, etc. Puis tout d'un coup, on pense à faire une IRM cérébrale. Donc, ce diagnostic est difficile. On a en moyenne 2 à 3 ans de retard au diagnostic. En revanche, le diagnostic de sclérose en plaques par poussée est généralement assez facile à faire. Dans les 6 mois qui suivent l'épisode, le diagnostic est fait. On a quand même un accès plus rapide maintenant à l'IRM. Et donc, alors après, c'est toute la question que nous posent les patients et à laquelle on ne sait pas répondre, c'est quelle va être la fréquence de ces poussées. En moyenne, c'est 0,8 poussées par an, donc ça veut dire que c'est à peu près une poussée tous les ans, an et demi, mais c'est un chiffre statistique qui n'a aucun sens à l'échelle individuelle. Certains patients vont faire 3 poussées dans une année, d'autres une poussée tous les 3-4 ans, mais ça, on ne sait pas à l'avance. Et donc, le patient nous dit toujours, j'ai cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de moi, je me lève le matin en me disant, chouette, j'ai pas fait de poussée. Alors, plus le temps avance et moins ils y pensent, mais au début de la maladie, c'est omniprésent, et je leur dis souvent, cette notion de durée 24-48 heures, parce que sinon il faut attention à tout. Encore une fois, je croise les jambes, j'ai des fourmillements, c'est une poussée, etc. Oui, c'est ça, voilà, faut rassurer. Alors, d'abord, une précision. Cette émission consiste à avoir l'éclairage d'un expert sur une maladie. Ce n'est en rien une consultation par Internet interposée. Alors, soyons très clairs sur ce sujet. On sait chez nos étudiants en médecine que souvent, quand on évoque une maladie, ça génère des idées. Donc voilà, il faut raison garder. Mais cette notion de durée, il n'y a pas finalement, c'est assez rare d'avoir 24 heures ou 48 heures de symptômes en continu. Et donc, déjà, ça retire beaucoup de choses, notamment du domaine de la neurologie. Alors, parmi les troubles que certains évoquent et pour lesquels on leur a signalé peut-être un lien avec une sclérose en plaques, les jambes sans repos, le syndrome des jambes sans repos. Est-ce que cela peut annoncer une sclérose en plaques? Alors, non.
clairement pas. Alors vous aurez toujours l'exception qui confirme la règle, mais il y a une petite surreprésentation du syndrome des jambes sans repos dans la population sclérose en plaques. C'est un problème qui est quand même assez présent, qu'on ne connaissait pas bien, mais maintenant on le nomme, hein, ça existait, mais on le nomme. Allez, on va dire un chiffre un peu au hasard, mais de l'ordre de 15 à 20% de la population souffre de syndrome de jambes sans repos, vous allez avoir 25% de la sclérose en plaques. Mais ça n'est pas révélateur. C'est généralement après un certain temps de maladie, hein, et c'est plus des patients qui ont 10, 15, 20 ans d'évolution de maladie que des patients au tout début qui ont ce syndrome des jambes sans repos. Donc quelqu'un qui a un syndrome des jambes sans repos, on ne va pas lui faire une IRM pour vérifier qu'il n'a pas de sclérose en plaques, si c'est le sens de votre question. Vous évoquiez tout à l'heure la manière dont depuis une vingtaine d'années on prend de mieux en mieux en charge cette maladie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des traitements Quels sont les traitements pour l'ensemble des formes de sclérose en plaques? Parce que justement, c'est une maladie qui a des formes relativement variées. Est-ce qu'il y a un seul traitement pour l'ensemble de ces formes, ou est-ce que chaque traitement, chaque malade a un profil particulier pour être soigné? Pour être très honnête, on a vraiment fait des progrès. On est très performant dans le traitement des formes par poussée et des poussées, en fait. Quand la maladie devient progressive ou qu'elle est progressive d'emblée, on n'est pas mauvais, mais très médiocre, on va dire. Il faut reconnaître aussi. Donc là, il y a tout un champ à développer de nouvelles molécules pour traiter les formes progressives. Alors, on a parlé des formes par poussée, 85%, 15% des formes progressives. Mais certaines formes par poussée peuvent évoluer au bout de 15-20 ans vers une forme progressive. Et tout l'enjeu, c'est de traiter tôt, vraiment de tuer dans l'œuf la maladie pour éviter ce passage en forme secondairement progressive. Mais on n'a pas encore la preuve et de combien on l'évite, puisqu'il faut 20 ou 30 ans et que ça fait que 20 ans qu'on a des traitements, donc par définition. Mais on commence déjà à avoir des données qui montrent que des patients traités par rapport à des patients non traités ont moins de chances, enfin moins de risques d'évoluer vers une forme progressive. Alors ces traitements, ils jouent sur l'immunité, hein, donc c'est des immunomodulateurs ou des immunosuppresseurs. On va choisir un petit peu en fonction de la sévérité, de l'importance de l'inflammation, et puis parfois on change de traitement quand le premier choisi ne suffit pas. Donc tout l'enjeu est de faire un diagnostic le plus précoce possible. Donc là, on a vraiment fait des progrès, on a des nouveaux critères depuis 2017. Vraiment, maintenant, on fait le diagnostic dans les formes par poussée dans les 6 mois. Dès qu'on a le diagnostic traité, pour bloquer l'inflammation et surveiller pendant la première année. Si, durant la première année, une fois que le traitement est en route, hein, parce qu'il met quand même quelques semaines ou quelques mois à agir, si ça bouge, on change. Donc c'est vraiment tolérance zéro, contrôle de la maladie, et on a maintenant un panel de plus de 10 molécules, donc on arrive en changeant éventuellement à trouver le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Et donc, est-ce que ces traitements, est-ce qu'ils ralentissent ou est-ce qu'ils stoppent l'évolution? Est-ce qu'ils permettent, dans certains cas, même une régression C'est une excellente question. Le traitement, on va viser, et on va l'obtenir actuellement dans 80 à 90% des cas, un blocage complet de la maladie. C'est ce qu'on appelle en anglais le NEDA, le Non-Evidence of Disease Activity, c'est l'absence d'activité de la maladie, que ce soit clinique d'ailleurs et IRM. Donc on surveille les patients en IRM et on veut tolérance zéro. Donc en fait, ils n'ont plus de poussée, où il n'y a plus d'évolution sur le long terme, et quand on fait un IRM, il n'y a plus de nouvelles lésions. Et là, avec les nouvelles molécules anticorps monoclonaux comme le natalizumab, on l'a depuis 2007, on est maintenant à 15 ans. Moi, j'ai des patients qui n'ont rien fait en 15 ans. C'est incroyable par rapport à ce qu'on imaginait, parce que le terme ralentir, c'était vraiment ça au début, hein, à l'époque où on avait les premiers traitements. Donc c'est vraiment l'objectif. On ne peut peut-être pas toujours l'obtenir à 100%, mais on s'approche quand même à 80%. Après, on espère qu'en bloquant comme ça, le patient n'évoluera jamais vers une forme secondairement progressive, mais rendez-vous 20 ans après le début de sa maladie. Donc là, il y a encore un peu d'observation à faire. Voilà, il y a une petite note d'incertitude. Peut-être que des patients totalement contrôlés au niveau de l'inflammation vont voir un espèce de détournement de la fonction et que la maladie évolue pour son propre compte après. Mais on a bon espoir quand même de diminuer. Le risque était évalué avant les traitements de l'ordre de 40 à 50% de phase secondairement progressive, on serait plutôt actuellement à 10%. Vous voyez, donc on est quand même pas loin de gagner le combat chez beaucoup de patients. Beaucoup de questions aussi, une question essentielle, mais partagée par beaucoup d'internautes, on ne guérit pas de la sclérose en plaques? Non, on ne guérit pas de la sclérose en plaques, mais souvent, quand les patients me posent la question, on guérit d'assez peu de maladies, finalement, à part les maladies infectieuses, et encore, on voit qu'on attrape 2 ou 3 fois le Covid. Donc, finalement, et le cancer, on parle de rémission, hein, donc on commence à parler de rémission de sclérose en plaques, ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, mais voilà, on l'aura toujours en soi, si ce n'est quand même qu'on commence à voir les patients vieillir bien avec leur sclérose
sclérose en plaques. Et on sait que vers 55-60 ans, il y a des phénomènes qui ne sont pas très élégants, qui s'appellent l'immunosénescence, mais c'est le ralentissement du système immunitaire. Et là, si on passe ce cap, il est probable que le combat soit gagné. Donc il y a quand même presque une guérison, on va dire, possible vers 60-65 ans si on n'est pas en forme progressive. Alors justement, ces traitements, ils ont généré aussi beaucoup d'interrogations parce qu'ils sont censés, pour certains, produire des effets secondaires parfois indésirables. Donc quels sont les effets secondaires suffisamment importants pour être mentionnés, qui sont liés à ces traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs? Oui, alors, bon, c'est un peu difficile parce que, comme j'ai dit, il y en a une douzaine. Ce que je peux dire quand même d'emblée, c'est que globalement, le rapport bénéfice, risque, confort, il est largement positif. Il y a des traitements injectables, donc là, il peut y avoir des réactions aussi d'injection, forcément. Les traitements par voie orale, il peut y avoir des petits troubles digestifs, diarrhée, un peu de gastralgie. Là, on est dans les choses un peu de confort, mais qui peuvent quand même, au quotidien, quand vous prenez des traitements tous les jours ou toutes les semaines, quand même embêter un petit peu. Le gros chapitre, on va dire, notamment si on intensifie le traitement, immunosuppresseur, forcément, vous faites courir un petit risque infectieux aux patients. On est sur des patients jeunes qui n'ont pas d'autres tares, et donc il est assez limité ce risque. Mais on voit avec les traitements immunosuppresseurs parfois un peu plus d'herpès, vous voyez, ou de zona, ou des petites choses comme ça. Mais par rapport à la gravité potentielle de la maladie, il n'y a clairement pas photo. Le jeu en vaut la chandelle, largement. On a eu des témoignages donc, de personnes qui considéraient que ces traitements, que ces effets secondaires étaient suffisamment délicats pour faire parfois une sorte de refus de traitement. Alors, vous je confirmez pense que ça peut se produire? Alors, ça peut se produire, j'en ai des exemples. J'en ai même des exemples qui finalement se sont bien finis, dans le sens où la personne peut-être a eu une espèce de pressentiment, et voilà, et c'est pas moi qui prends le traitement, donc jamais j'obligerai un patient, on ne peut pas obliger un patient à prendre un traitement. Je pense que c'est des patients quand même qui ne connaissent pas ou qui oublient les effets secondaires de la maladie. Et ça, c'est quand même le point principal. Et maintenant, toutes les données montrent. Alors, probablement que 10 à 15% des patients n'ont pas besoin de traitement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les identifier a priori. On ne peut les identifier qu'à posteriori. Et j'ai quelques patients qui sont passés à travers les gouttes, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans de maladie, qui n'ont jamais été traités. Mais c'est marginal. C'est marginal par rapport à tous ceux qui ont eu besoin d'un traitement et parfois d'un traitement de plus en plus puissant. Donc je dirais que ce n'est pas le message que je voudrais délivrer aujourd'hui. Et c'est pas... j'aimerais bien, bien sûr, ne pas traiter. Quand les patients me disent parfois « je n'aime pas les médicaments », je dis « moi non plus, d'ailleurs, j'en prends pas ». Mais personne n'aime les médicaments. Mais voilà, on a la chance, par rapport à d'autres maladies neurologiques qui sont, elles, incurables. La sclérose en plaques n'est pas guérissable, mais traitable, et traitable de façon extrêmement efficace, avec... sur les dernières molécules aussi, un confort quand même au quotidien qui est réel, avec des perfusions tous les 6 mois, pendant 6 mois, il ne se passe rien, ou des comprimés que vous prenez 2 fois dans l'année et rien entre-temps. Donc il y a vraiment eu des avancées aussi en termes de confort pour les patients. On ne peut pas tous les lister, mais voilà, qui sont réels par rapport aux piqûres quotidiennes ou biquotidiennes qu'on avait par le passé. On a un internaute qui suit beaucoup l'actualité de la santé, donc qui nous rappelle qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au début de l'année 2022, on a identifié une cause possible de la maladie à travers le virus dit Epstein-Barr. Cet internaute nous dit, est-ce que ce lien entre un virus et la maladie pourrait aboutir un jour à un traitement préventif? Oui, alors c'est une très bonne question, et c'est vrai que les patients ont tous plus ou moins entendu parler donc, de ce virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose infectieuse, du premier baiser. Alors ça fait très longtemps qu'on sait que l'Epstein-Barr virus joue un rôle de près ou de loin, voilà, mais ce travail est très intéressant parce qu'il a suivi des grandes cohortes de militaires américains et démontré que finalement 100% des scléroses en plaques ont rencontré ce virus de Epstein-Barr. Mais 80% de la population est positive aussi pour ce virus. Donc c'est nécessaire mais pas suffisant. Et pour répondre à la question de thérapeutique, il y a des traitements actuellement ciblés sur les lymphocytes récepteurs de l'Epstein-Barr. Donc il y a des traitements immunomodulateurs qui sont en cours de développement. Une question qu'on se pose, c'est si on arrivait à développer un vaccin contre l'Epstein-Barr virus, qui pour l'instant n'est pas disponible, mais quand on voit qu'on a réussi à faire un vaccin contre le Covid, HIV, on n'a pas, VIH, on n'a pas réussi, donc je ne sais pas, mais on pourrait peut-être éradiquer, c'est pas totalement farfelu. Alors, est-ce qu'il faut vacciner toute la population pour éviter la sclérose en plaques? Ça, c'est une autre question. On sait aussi que les virus donnent d'autres maladies, des maladies de type lymphome, de Burkitt, etc. Donc,
ça peut se discuter. Je pense qu'on a vacciné pour des maladies pas forcément plus graves que ce que peut occasionner l'Epstein-Barr virus, mais là, on est vraiment... Et puis alors, là, on éradiquera la sclérose en plaques, mais il faudra 50 ans, puisqu'il faut vacciner dans l'enfance. Et on pense aussi que l'âge auquel on contracte et la forme qu'on contracte de mononucléose infectieuse joue peut-être un rôle aussi dans le fait de déclencher ou pas, parce que vous allez me dire 80% ne vont pas faire de sclérose en plaques et 100% vont faire de sclérose en plaques. Quelle est la différence? C'est là que viennent probablement des gènes de susceptibilité, l'environnement, où est-ce qu'on habite, et tout un tas d'autres facteurs. Donc on est quand même dans le multifactoriel, mais ce travail très intéressant a remis au goût du jour l'Epstein-Barr virus. Beaucoup de questions aussi, surtout de parents de patients qui nous demandent en quoi consiste la rééducation et surtout si cette rééducation, au moment où un handicap commence à s'installer, est-ce qu'elle doit se faire en établissement ou est-ce qu'elle peut se faire à domicile avec l'aide d'un professionnel de santé? Alors, pratiquement tous mes patients qui ont un handicap, pas forcément évolué, mais un handicap quand même, bénéficient de rééducation au minimum en kiné 2 fois par semaine en moyenne, on va dire. Ça, c'est... Alors, c'est pas toujours faramineux ce que fait le kiné, mais ça oblige le patient à s'entretenir, etc. Mais un passage en hôpital spécialisé de type centre de rééducation 1 fois par an me semble une bonne chose. Les rééducateurs ont développé des programmes d'hôpitaux de jour 2 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines, dont les patients sortent le plus souvent très satisfaits et se sentent boostés, malheureusement pour une période de 6 à 9 mois. Donc c'est pour ça qu'il faudrait presque recommencer 2 fois par an, mais malheureusement les capacités d'accueil ne suffisent pas. Donc les deux, je dirais, les deux, mon capitaine. Mais voilà, et pas trop tard non plus. On a développé des programmes de CEP et activité physique, CEP et sport, tôt même dans la maladie, parce que c'est le traitement le plus efficace contre la fatigue chronique, qui est un symptôme omniprésent dans la sclérose en plaques. 80% des patients de sclérose en plaques sont fatigués, tous fatigués, mais une fatigue différente, une fatigue qui démarre dès le début de la journée. Et donc, c'est un des traitements de la fatigue, c'est cette activité physique, adaptée bien sûr aux capacités du patient. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible d'avoir une grossesse, une maternité normale quand on est atteint de sclérose en plaques? Oui, alors ça, c'est un point fondamental, puisque, comme on l'a dit, on s'adresse à une population 20-40 ans, 3 femmes pour un homme. Donc là, on est dans le cœur du problème. Très longtemps, on a interdit les grossesses, enfin déconseillé les grossesses, on ne peut pas interdire, mais déconseillé les grossesses aux patients de sclérose en plaques jusque dans les années 2000, parce qu'on se rappelait qu'il y avait plus de poussées après l'accouchement. Mais on oubliait que pendant la grossesse, ça se passait très bien. Et les patientes disent elles-mêmes souvent que, incroyable, alors qu'elles devraient être fatiguées, elles prennent du poids, elles ont un centre de gravité qui bouge. 2e, 3e trimestre de la grossesse, c'est généralement une lune de miel. Et on a une réduction de 70% du risque de poussée 2e, 3e trimestre de la grossesse. Pourquoi? Pour des raisons hormonales, pour des raisons immunologiques, de tolérance. Et puis, bien sûr, chute hormonale avec la perte du placenta, modification immunologique puisqu'on n'est plus... voilà. Et donc nouvelle poussée. Mais quand on lisse 9 mois de grossesse, 3 mois postpartum, sur 1 an, ce qu'on appelle une année de grossesse, on a le même risque de poussée. Et on a regardé les patientes qui avaient eu des enfants versus des patients qui n'ont pas eu d'enfants, et 2, 3, 4 enfants, il n'y a pas de différence. Donc, feu vert, sans aucun problème, grossesse normale, péridurale, accouchement par voie basse, allaitement. Et ce qui est nouveau, mais depuis cette année-là, avec les recommandations de la Société francophone de la sclérose en plaques, c'est qu'on peut maintenir un certain nombre de traitements. Donc, on ne va plus arrêter les traitements pour débuter une grossesse. On va choisir un traitement ou changer le traitement pour un traitement compatible avec la grossesse. Et on en a de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de recul et qu'on a eu des grossesses accidentelles au départ et puis qu'on a appris par rapport à ça. Et qu'on a quand même tout un panel de traitements compatibles avec la grossesse. Souvent, on arrête pendant, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était assez tranquille, et puis on reprend dès l'accouchement, mais même pour certains cas un peu inquiétants, on maintient tout le temps. Et ces traitements, pour la plupart, qui sont compatibles avec la grossesse, sont aussi compatibles avec l'allaitement. Donc voilà, c'est un épisode de vie qu'on va transformer en quelque chose de normal et non stigmatisant chez nos patientes, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour ceux qui en sont pas encore au stade où il y a un handicap qui l'empêche, est-ce que la pratique d'une activité physique, voire même sportive régulière, peut ralentir ou en tout cas apporter quelque chose en plus
dans la prise en charge de la maladie? Alors ralentir la maladie, je ne pense pas. Enfin, on n'a pas de données directes de l'impact que peut avoir l'activité physique sur la myéline. En revanche, sur la fatigue, ça c'est sûr. Donc on conseille vraiment cette activité physique. Alors bien sûr, il faut que ça plaise. Il ne s'agit pas de se forcer. Ça peut être la natation, ça peut être la course à pied, ça peut être la marche nordique. Tout est possible, le vélo elliptique, voilà. Mais l'important, c'est vraiment de maintenir une certaine activité physique. Et on avait fait une enquête à une époque, il y a une quinzaine d'années, et on avait vu que 50% des patients arrêtaient l'activité physique en disant « il faut que je me préserve, il ne faut pas que je pioche ». Et ça, c'est la dernière des choses à faire. Vous avez un déconditionnement à l'effort, comme le marathonien qui arrête de courir. Et donc ça, c'est la dernière des choses à faire. Il faut maintenir, voire même un petit peu intensifier. Si le patient est un peu moins bien après, c'est pas grave, il se repose, et puis ça ne peut pas être néfaste sur l'évolution de la maladie, bien au contraire. Écoutez, professeur, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va en rester sur cette note plutôt positive et sur ce registre dynamique pour vivre avec cette maladie malgré tout, pour faire face à cette maladie malgré tout. Voilà, donc merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré, de la précision de vos réponses. Merci à vous tous, internautes, pour votre participation à travers les questions que vous nous faites parvenir. Et puis, merci aussi pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce Question aux experts sur notre site Pourquoi Docteur, sur notre chaîne YouTube, et puis bien sûr sur nos réseaux sociaux, que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Question aux experts.